Bonsoir, bienvenue dans la programmation culturelle de l'École des Beaux-Arts de Paris. Je suis heureuse ce soir de recevoir, dans le cadre de la chaire dessin extra large, nouvellement créée, le créateur Ronan Bouroulec, ici présent. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment honorés de votre présence ici, dans l'amphi d'honneur de l'École des Beaux-Arts. Et merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler de dessin. Pendant cette heure qu'on va passer ensemble, on va aborder ensemble, parler de la place du dessin dans votre discipline de designer et au-delà, une place essentielle, je crois. Je ne m'avance pas trop, je pense, en utilisant ce qualificatif. Comme on va le voir, une place essentielle à double titre, puisque en parallèle des projets et des objets que vous dessinez depuis maintenant plus de 20 ans, je crois. Malheureusement 25 ou 30, je crois. Vous menez aussi en parallèle une pratique de dessin libre, on l'appelle comme ça, dessin libre. Si vous le dites, moi je veux bien. Oui, en fait, oui, ça fait déjà 30 ans que je dessine des objets. Je crois que la première exposition que j'ai faite, c'était 18 ans. Ah, le micro marche, ça marche? C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Okay. Très peu? Celui-là marche bien, ok, d'accord, très bien. Oui, il marche, mais il n'est pas très fort. Enfin, ça marche mieux. Je parle aussi très bas. Ah, c'est très bien, là. Non, c'est bien. On vous entend mieux. Donc je reprends, donc. Oui, on parlait de votre pratique de dessin libre. Oui, ben, j'ai toujours dessiné. En fait, j'ai grandi à la campagne, mais assez isolé, et donc j'avais soit une balle sur laquelle et un mur sur lequel je frappais, soit un bout de papier, un crayon. Donc je frappais ou je dessinais. J'avais la chance d'avoir un frère, mais qui était quand même beaucoup plus jeune que moi. Donc quand j'avais 10 ans, il en avait 5. Quand j'en avais 15, il en avait 10. Vous imaginez l'ennui, quoi. Donc, voilà. Donc le dessin était une activité quotidienne et essentielle. On va y revenir après, si vous le voulez bien. Un tout petit peu trop près, excuse-moi. Ah, trop près, trop loin. On entend tout en dessous. D'accord, pardon. Donc voilà, on va analyser en fait cette double pratique chez vous, qui est spécifique quand même chez vous. Donc ces dessins d'objets et ce dessin libre, qui est par ailleurs une pratique, vos dessins libres assez maintenant reconnus, publiés, exposés, voilà, vous faites les deux. Donc on va voir en fait comment l'idée ensemble, c'est d'explorer comment tout ça se croise, se répond, s'enrichit, comment vous distinguez ou pas ces deux pratiques, comment elles nourrissent votre créativité et comment tout ça s'entrecroise. Voilà, donc parler de dessin et de design, de leur rapport, de leur articulation, de votre vision, de vos projets, en illustrant vos projets passés et à venir. Voilà, peut-être qu'on aura droit à quelques scoops, je ne sais pas. Et puis avant quand même de commencer cet échange, je pense que c'est bien aussi je voulais vous faire une petite introduction, une petite présentation biographique, vraiment synthétique pour celles et ceux qui auraient besoin de repères. Donc vous êtes un créateur français né en 1971 à Quimper. Vous travaillez avec votre frère Erwan depuis 1999. Vos créations en fait se déploient dans de nombreux domaines d'expression, c'est-à-dire du design industriel à l'artisanat, de la grande série à la recherche, de l'objet à l'espace public. En fait, vos créations sont entrées peu à peu dans notre quotidien. Vous avez dessiné un peu notre espace domestique, quoi. On vit un peu avec vous, quand on a la chance de pouvoir le faire. Et puis, vous aussi, vous débordez dans l'espace public. Je vais juste citer quelques projets, objets phares, qui sont devenus un peu des icônes, en fait, de votre long parcours. Le lit clos, les algues, la slow chair, la vegetal chair, la spring chair.
le projet Clouds aussi, et puis dans un tout autre registre. Excuse-moi Barbara, mais tu parles un tout petit peu trop près du micro, c'est les conditions techniques qui sont mauvaises. On va essayer comme ça. Je pense que ça va fonctionner. Ah d'accord. Ça marche? Ouais, celui-là, ça marche c'est comme mieux. ça? Ok. J'en étais où? Donc oui, vos dernières réalisations en fait dans l'espace public. Je pensais aux fontaines des Champs-Élysées en 2019. Vous venez aussi, je crois, d'inaugurer très récemment le Belvédère, un édifice, une réalisation architecturale assez imposante et en même temps très délicate, poétique, comme vous savez, qui signe un peu, en fait, qui sont un peu votre signature, qui se trouve à Rennes et qui, comme ça, s'ancre dans la Vilaine, qui permet aux visiteurs ou à qui veut d'avoir un point de vue sur le paysage et l'environnement de Rennes. Et puis aussi, tout récemment, vous avez signé le mobilier extérieur et intérieur de la Bourse de commerce Pinault Collection. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ces drapeaux qui flottent et qui signalent la place rue du Louvre. Donc c'est vous qui avez fait ça. Et puis aussi les assises, les bancs. Alors c'est cet usage-là, mais il y a aussi des skateurs qui viennent squatter un peu le lieu. Donc je ne sais pas si c'est un usage que vous aviez prévu. Mais... Bien sûr, bien sûr. Je l'avais dit à personne, je le savais. Donc voilà, vous travaillez avec les plus grands éditeurs internationaux, Vitra, Capelli, Floss, etc. Aussi bien avec des artisans du monde entier. Vous multipliez les projets de collaboration avec des grands musées, vous intervenez dans des projets urbains dans le monde entier aussi, on vous doit plusieurs expositions monographiques. J'ai un petit pense-bête, je vais en citer quelques-unes quand même, au Design Museum de Londres en 2002, au MoCA de Los Angeles en 2004, au Centre Pompidou-Metz en 2012, au Musée des Arts Décoratifs en 2013, et puis récemment à Rennes aussi, vous êtes intervenu dans 3 lieux différents, dont une exposition assez importante qui s'appelait Rêveries urbaines. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous parliez de votre vision aussi de l'exposition, qui agit souvent comme un laboratoire en fait, dans votre travail, c'est assez intéressant. Et puis vos créations sont entrées dans beaucoup de collections de grands musées, le MoMA, Beaubourg, voilà. Je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, on pourrait passer l'heure à citer tout ça. Et puis ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à consulter votre site internet, qui est très complet, et qui recense depuis 1998 tous vos projets. Donc voilà, là, vous aurez un panel exhaustif, en fait. Pour commencer, je vais vous laisser la parole, mais justement, pour inaugurer peut-être cet échange, je voulais qu'on parle d'une question de présentation et de définition. J'ai entendu, j'ai lu, ou je vous ai entendu dire que vous n'aimez pas le terme designer, et je voulais savoir en quoi il vous déplaisait et comment vous préférez qu'on vous envisage ou qu'on vous qualifie. En fait, c'est un terme que moi je n'ai jamais compris. Et là, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. C'est trop générique pour moi. Et en même temps, en fait, j'ai plus de problèmes avec le terme design, qui est devenu un adjectif. On parle souvent d'une chaise design, d'une brosse à dents design. En général, c'est la pire des chaises et c'est la pire des brosses à dents. Donc je me sens pas du tout à l'aise avec ce mot, parce que effectivement, dès que cet adjectif est utilisé, en général, je me sens bien loin de tout ça. Donc, pour moi, la définition de cette discipline que je pratique, c'est effectivement, je pense que tout ce qui n'a pas poussé naturellement sur Terre, ou qui n'était pas là auparavant, est une question de design, c'est une question de pensée, une question de réflexion, de fabrication, etc. Donc j'ai l'impression que je pratique un métier qui a toujours existé, enfin en tout cas une approche qui a toujours été nécessaire, qui est la conception au sens large des objets qui nous entourent. Mais tout est design, c'est-à-dire que ce micro, ce truc, tout ce qui effectivement n'était pas préexistant pour moi est design. Donc je déteste la spécification. Encore une fois, je trouve que ce qui est supposé design
et en général inintéressant parce que grossier, parce que trop coloré, parce qu'en plastique transparent, parce que objet de boutique de musée, quoi. Voilà. D'accord. Donc vous, designer, vous convient pas, créateur, ça vous convient? C'est un terme. C'est vague aussi. C'est assez générique aussi. C'est assez générique. Oui, le créateur, ça va, ça passe. Oui, c'est bien. Mais on est aussi dans une période, je crois, où la question du périmètre des disciplines est très importante. Alors on est artiste, on est designer, on est boulanger. Enfin, je pense qu'on peut pratiquer plusieurs disciplines. C'est ce que avec une certaine. J'entends qu'on n'en pratique qu'une et qu'on le fasse très sérieusement, d'une manière très pointue. Il y a des œuvres qui se situent autour de un des designers les plus importants pour moi de ce siècle est Jonathan Ives, qui a travaillé pour Apple. Il s'est concentré sur quelques objets, et sa vie et son énergie a été extrêmement, dans un périmètre très réduit. Dans mon cas, je ne me compare pas du tout à lui. J'ai beaucoup, je suis comme ces enfants qui ont besoin de. J'oublie le terme, qui ont la nécessité de faire énormément de choses. J'ai besoin à la fois j'aime à la fois l'idée de produire des idées, des projets qui se multiplient par dizaines de milliers d'exemplaires et qui sont derrière la table d'un ami ou dans la terrasse d'un café à Tokyo, à un prix abordable, qui est partageable. J'aime aussi travailler avec des artisans extraordinaires qui, depuis des millénaires, pratiquent exactement la même technique, qui produisent forcément des objets à un coût très élevé, parce que la technique est lente et que c'est très précieux. J'ai besoin du dessin, ça m'est nécessaire. Donc j'ai besoin de tout ça. Pendant longtemps, je le faisais presque en cachette, un peu comme si on devait justifier d'une pratique un peu hétérogène et s'en expliquer, comme je n'ai jamais été très bon pour m'expliquer sur les choses que je faisais. Voilà. Mais moi, j'aime faire beaucoup de choses à la fois. La ville m'intéresse. Disons que je trouve qu'il y a des sujets partout et je ne vois pas pourquoi. S'enfermer, voilà. J'ai la hantise aussi de la répétition, de la même chose ou du même. J'ai besoin je me sens jamais aussi à l'aise que face à un projet qui m'est tout à fait étranger, face à des techniques ou à des thèmes qui me sont. Je crois beaucoup dans une forme de naïveté face au sujet, je crois. J'ai eu la chance de commencer très jeune, je le disais plutôt par une succession de coïncidences. J'ai fait ma première exposition à 18 ans. Je l'ai dit précédemment, j'ai grandi à la campagne. À 17 ans, je suis arrivé à Paris. J'ai eu la chance, j'étais vraiment un élève au collège perdu et j'ai eu la chance de rentrer au lycée dans une formation d'art appliqué. Pour moi, c'était une renaissance et j'ai l'impression d'être rentré dans un train à cette époque et que ce train roule toujours plus ou moins vive allure. C'est une espèce de continuité pour moi. Donc j'avais la chance d'avoir des oncles artisans, j'ai dessiné quelques objets qu'ils ont reproduits. L'époque était tout à fait différente. Quand on faisait un projet, il fallait le photographier, aller le poster à un journal ou le montrer physiquement. Et j'ai été aidé par des architectes à qui j'avais montré mon travail, qui m'ont proposé un espace d'exposition. Donc voilà, les choses se sont enchaînées assez vite. J'ai eu la chance d'exposer jeune, encore une fois dans un contexte où montrer son travail était très différent de la période d'aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant que vous reveniez comme ça aux sources, et à la base de votre vocation et de votre discipline de designer. Puisqu'on parle de dessin, je voulais savoir quel avait été justement l'apprentissage du dessin dans vos différentes formations au lycée, puis après vous avez fréquenté des écoles d'art. Comment ça s'est passé Alors moi j'ai eu la chance inouïe à Quimper, qui était la ville la plus proche de la maison.
Il y avait une école des beaux-arts formidable, et je ne sais pas pourquoi ça se passait comme ça, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres villes, mais les profs qui enseignaient aux étudiants enseignaient aussi aux enfants. Donc j'ai eu une variété de profs extraordinaires avec qui j'ai dessiné. Voilà, après, ça a duré jusqu'à mes 15 ans. Après, j'ai souvent été pris en exemple du mauvais élève pour le dessin. J'en garde beaucoup d'injustice, parce que mon dessin était souvent pris comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, parce que j'ai une mauvaise habitude, et c'est drôle parce qu'un de ses profs m'avait dit « mais vous savez, c'est comme quand on apprend le violon en faisant une erreur, c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie ». Il avait raison, parce que je garde la même méthode. Mais moi, là où en théorie, effectivement, un dessin se construit d'une manière très générique, et puis après on rentre dans le détail, moi je commence par le détail sur le coin gauche en général, et je finis de l'autre côté. Il s'avère que je tombe à peu près sur mes pattes à chaque fois, la composition tient, mais je conçois que ça n'est pas du tout une approche classique et qui a beaucoup de défauts, mais c'est ma méthode. Et donc j'étais très souvent, aux Arts Déco, j'ai été plusieurs fois humilié par un prof qui ne me supportait pas, parce que moi j'adore dessiner, donc je venais quand même au cours malgré les critiques. Il n'en pouvait plus, je comprends, hein, moi non plus j'en pouvais plus, donc mais voilà. Donc vous étiez l'exemple à ne pas suivre. Oui, j'ai eu aussi mon diplôme de designer avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. J'ai eu un premier échec et j'ai été rattrapé, j'ai pu le passer au rattrapage, c'était très difficile. Parce que, encore une fois, c'est une époque très différente de celle d'aujourd'hui. On parle de ça il y a 30 ans. Il y avait des castes, les designers, cette discipline était enseignée différemment. Je ne sais pas si elle était mieux comprise ou pas, mais en tout cas, c'est drôle parce que donc au lycée, je suis rentré dans cette section d'art appliqué, c'était un bonheur inouï. Je suis vraiment... C'était formidable, et puis comme je suis devenu d'un seul coup un bon élève, j'ai été pris d'office à une école qui s'appelle l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art, qui est l'école Olivier de Serres, et là c'était un coup de massue, puisque vraiment ce qu'on m'enseignait, j'étais très jeune, je n'arrivais même pas à m'expliquer pourquoi ça ne me plaisait pas, mais en tout cas cette sensibilité n'était pas la mienne. Il fallait aussi dessiner d'une telle manière. Je pense que ces écoles étaient vraiment prévues pour former en 2 ans des bons assistants. Donc il fallait dessiner avec des feutres, d'une certaine... moi qui avais là aussi, encore une fois, un bonheur dans le dessin, dessiner des perceuses avec des feutres et des pastels, vraiment c'était vraiment difficile. Et je leur en veux pas du tout, parce que ça a vraiment aussi forgé le fait qu'il fallait vraiment que je définisse ce qu'était ma particularité. Et donc j'ai jamais montré ce travail mon travail pendant longtemps, mais j'ai travaillé seul en parallèle de l'école. C'est pour ça que les objets ont commencé à apparaître, et qu'en parallèle de mes études, j'avais déjà une activité réelle. Mes parents étaient satisfaits, parce que bien sûr je gagnais pas du tout ma vie avec ça. Ce qui a fait aussi cet enchaînement, cette chance de ne jamais avoir eu à travailler pour personne. Et donc j'ai vraiment, les choses se sont enchaînées d'une manière très organique. Voilà. Un peu comme vos objets en fait, enfin vos projets, tout très organique. Peut-être, oui. C'est une remarque personnelle qui n'engage que moi. Justement, vous parlez d'enseignement du dessin, d'apprentissage. L'écriture, oui, que vous avez aujourd'hui, elle était déjà présente depuis le début ou... Non, si on parle du dessin, là. Oui. Je sais pas, bon, j'arrive un peu à parler maintenant, j'arrive grâce à l'enseignement, parce que comme je ne gagnais pas assez bien ma vie, j'ai dû enseigner. Oui, j'ai fait avec beaucoup de plaisir, mais j'ai fait pour l'argent, je n'ai pas du tout de honte à le dire. J'étais extrêmement bien payé, d'un seul coup j'ai pu mieux vivre, alors que parce que je pense que c'est important d'expliquer le fait qu'en étant designer, on gagne à l'origine très mal sa vie, puisque si on voit une chaise dans un magasin qui est vendue à 200 €, ça veut dire que l'éditeur l'aura vendue à 100, et qu'en tant que designer, on gagne en général 3% de ce 100. Donc une chaise qui est vendue à 200 €, ça veut dire 3 € dans la poche. Donc si cette chaise est un best-seller, et ça nous est arrivé d'en dessiner, ça va, mais bien souvent l'étude n'est pas payée, elle dure 2 ans, c'est une catastrophe au début, c'est vraiment... Donc sans l'enseignement, je pense qu'on n'aurait pas survécu.
Enfin, en tout cas, de manière autonome. Voilà. Mais j'ai adoré enseigner. C'était à l'École? C'était à l'École, voilà. Dans une période très faste. C'était une école très outsider, avec un directeur à la fois horrible et formidable, qui s'appelait Pierre Keller, qui est mort il y a quelques temps, que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de gens le détestaient, je comprends pourquoi, mais il y avait une puissance, une énergie, une envie de faire. C'est un type qui dormait jamais, qui était à l'école à 6h du matin, qui sortait jusqu'à 5h, et qui engueulait tous les élèves qui n'étaient pas là à 8, quoi. C'était très très rigoureux. Mais c'était une figure extraordinaire qui a créé une des bonnes écoles européennes, je pense. Et quel enseignant étiez-vous, et quelle était la place du dessin dans votre enseignement justement à l'école, par exemple? Bon, je ne pense pas être un bon enseignant. Non, mais je le dis assez honnêtement. Je crois que les élèves m'aimaient bien parce que j'avais une certaine expérience et j'aime bien en parler. Mais comme moi, j'ai toujours souffert de l'idée de méthode et du fait je n'ai pas de méthode à enseigner. D'ailleurs, je me refuse moi-même à essayer d'appliquer une méthode récurrente dans le travail. C'est pour ça que je change de sujet souvent et que j'ai besoin de nouveaux défis. Ce que j'adorais faire, c'était des workshops très courts avec un objectif extrêmement élevé, un peu comme un match de football de Coupe de France entre une toute petite équipe de division très très basse face au Paris Saint-Germain ou un truc comme ça, c'est-à-dire un match qu'on ne pourra jamais gagner, mais si vraiment tout est réuni, une espèce d'intensité a lieu, on peut arriver à faire des projets formidables. Et on a fait quelques projets formidables dans ces workshops, dans des temps très courts. Voilà. Très bien, donc ça c'était votre période d'enseignement. J'enseignais très peu, j'y allais une fois tous les mois, pendant quelques jours, mais c'était très intense. Et pendant plusieurs années? Pendant plusieurs années. J'étais pauvre longtemps. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire de savoir dessiner pour être designer? Non. D'accord. Non, je crois pas. Là aussi, c'est sur cette question de méthode. Si on prend notre manière d'aborder les projets, notre atelier fait 400 mètres carrés. On est divisé en deux. Erwan a sa propre équipe, il a 2 assistants, moi j'en ai beaucoup plus parce que je fais les projets très différemment. Depuis un certain nombre d'années, Erwan est très concentré sur des problèmes liés à l'électronique, au numérique. Moi, beaucoup moins. Erwan est un chercheur dans le sens où il peut passer 2 ans à chercher, à étudier des sujets sans forcément que ça se traduise de manière physique. Moi, j'ai besoin de faire 40 projets en même temps, j'ai besoin de voir des choses physiquement arriver. Donc, moi, j'ai besoin de dessiner. Je parle du croquis, là, de moins en moins, parce que je pense que c'est le bénéfice, même si ça a beaucoup de défauts d'être un vieux designer, j'arrive assez bien maintenant, de manière très claire, à visualiser. Avant, j'avais besoin de vérifier 25 fois la même courbe, ou même plus, de dessiner de manière récurrente des chaises, on a une collection de carnets de croquis énormes, des milliers, mais maintenant je dessine presque plus. Le croquis m'est plus indispensable. Et il y a un designer italien qui est mort il y a bien longtemps, qui explique quelque chose qui me paraît très juste. Il disait qu'un bon projet, un projet qu'on peut décrire au téléphone, c'est-à-dire qu'il est suffisamment clair, suffisamment évident, et on en a une telle conscience qu'on peut le décrire au téléphone. C'est une image. Mais j'ai aussi la chance d'avoir des assistants formidables qui me connaissent bien, à qui je peux, sur un coin de table ou même avec la main, leur expliquer très exactement ce que je souhaite. Et les choses se font pour un objet, c'est des dizaines et des dizaines de maquettes. Une de nos dépenses importantes à l'atelier, c'est la pâte à modeler. Enfin, on bricole énormément, on bricole beaucoup, on vérifie tout à l'échelle, tout est visuellement exact. En général, on ne peut pas s'y asseoir, donc c'est très dangereux
quand on ne connaît pas l'atelier, puisque c'est bourré de trucs qui semblent finis, mais qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, l'atelier, c'est vraiment un capharnaüm bourré de bouts de maquettes, de morceaux de céramique. On casse au moins un truc par jour. Enfin, c'est un truc... voilà, mais c'est cette... c'est ce grand brouillon permanent, cette recherche qui m'intéresse avant tout. L'autre chose aussi, c'est que ça ne me gêne jamais qu'on me dise que le projet est mauvais après des années de travail. Je pense toujours je suis assez rarement satisfait, donc je pense quand un éditeur, pour X raisons, un projet est annulé, je m'accroche jamais en fait. Je crois qu'on peut toujours faire mieux, donc j'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup, et c'est le problème d'avoir une certaine reconnaissance aujourd'hui, c'est que tout le monde pense que chaque fois qu'on présente un projet, il doit sûrement être bon. En fait, c'est pas vrai, il y a plein de projets qui sont pas bons et qui nécessitent effectivement d'être... Moi, j'aime beaucoup avoir des partenaires industriels. C'est pas le cas dans le dessin, c'est un tout autre sujet, mais qui sont durs avec moi, qui me poussent dans mes derniers retranchements. Les projets industriels sont des choses qui se construisent en équipe. Bien sûr qu'on est à l'initiative du projet et qu'on se doit de bien le maîtriser, mais c'est un métier d'empathie dans lequel il faut être assez humble parce qu'on travaille avec des spécialistes. Et moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste des télévisions. Je ne suis pas un spécialiste de la laque japonaise. Je ne suis pas un spécialiste du bois. Je connais bien le bois. Je connais un peu la laque au bout d'un certain nombre d'années. Je connais le problème de la fabrication des télévisions. Mais je travaille avec des spécialistes. Donc il faut avoir cette humilité, cette empathie pour savoir... faire avancer un projet en tenant compte des critiques, en se bataillant contre les critiques à certains moments, mais en les acceptant quand elles sont justes pour améliorer le projet et en faire un atout. D'accord. Alors donc vous êtes en train de me dire que là les dessins, les croquis sont de plus en plus rares. Enfin avant vous les accumuliez, et là c'est moins le cas. Et j'ai envie de revenir un peu sur justement votre processus créatif en fait, de l'idée qui germe comme ça d'un objet jusqu'à sa commercialisation ou son inauguration. Est-ce que vous pourriez nous brosser comme ça? Alors ça va être de façon rapide et surtout là où le dessin arrive et a du sens. Enfin, comme je le dis, il n'y a pas vraiment de méthode en général. Chaque projet. En général, une question nous est posée. Une angoisse énorme dès le début. Je n'ai pas une grande confiance en moi, pour être très honnête. Donc je me dis, est-ce que cette fois ça va encore tenir ou est-ce qu'on va enfin découvrir que... donc voilà, ça commence toujours, encore une fois, avec une certaine humilité parce que chaque sujet nouveau est l'occasion de se casser la gueule et de rater son coup. Donc d'essayer de bien comprendre le sujet, le thème, la situation aussi, parce qu'un bon projet, c'est un projet qui est juste dans son contexte. On peut faire une chaise extraordinaire, une proportion absolue, mais si elle est trop lourde, ou si elle coûte trop cher, elle est hors sujet dans certains... Si on travaille pour un éditeur dont le but est de faire des choses très démocratiques, que mes cousins qui ne sont pas fortunés pourront acheter. Donc, c'est tout un certain nombre de paramètres qu'il faut réussir à comprendre, où c'est fabriqué, comment, dans quelles conditions, est-ce qu'on est d'accord sur ces conditions de fabrication, comment ça sera livré, quelle couleur, enfin c'est comme cuisiner, c'est beaucoup de choses, et si à la fin on met trop de sel, c'est foutu, on a beau avoir passé beaucoup de temps à peaufiner les détails. Donc voilà. Le dessin m'a beaucoup servi effectivement pour vérifier sans cesse... Je pense que pendant longtemps, le dessin a été pour moi, comme j'imagine que les danseurs pratiquent les choses de cette manière, ont besoin de vérifier leurs gestes tout le temps. Et une courbe, une proportion, c'est aussi un geste. Hein. C'est aussi une certaine tension, c'est une certaine élégance, une certaine... la nécessité de montrer le poids parce que c'est nécessaire. C'est une histoire de caractère. Le caractère se définit par
enfin, se compose, se construit. Maintenant, j'ai l'impression de fonctionner plus par collage. J'ai toujours besoin de beaucoup toucher pour vérifier. Comme par exemple, je prends le cas de la chaise fréquemment dans ces discussions ce soir parce que c'est un objet qui m'intéresse beaucoup. Bien sûr que les sujets sont plus vastes, mais la chaise est un sujet suffisamment complexe et riche pour être une situation d'exemple. Quand une chaise arrive à l'atelier, je la regarde jamais, mes assistants savent qu'il ne faut pas que je la voie, me la prépare et je ferme toujours les yeux pour la tester. C'est-à-dire, je ne veux pas du tout avoir, je veux déjà comprendre ce que... Et récemment, je répondais à une interview dans un journal qui est un très bon journal qui s'appelle Domus, c'est plus tellement le cas, c'est une revue italienne d'architecture et un peu de design. On parlait d'ergonomie et je disais que le meilleur moyen de tester une chaise pour moi, c'est de faire un repas, parce que c'est sur la longueur. Et plus le repas est ennuyeux, plus le test est bon, parce que on peut se concentrer sur les sensations pendant plusieurs heures. Voilà. Donc c'est une chaise, un objet, c'est une question effectivement, c'est une question de périmètre, de tension, d'élégance, dans certains cas de résistance, c'est aussi des questions fondamentales pour moi, c'est le vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire ça, déjà en termes statiques, est-ce que cet objet tiendra sur place, tiendra encore dans 20 ans, 30 ans, est-ce qu'on aura la chance de le voir au puces, est-ce que repeint, ça sera intéressant, voilà, c'est un objet, un projet pris au sens vaste, en considérant des paramètres exigeants, c'est un travail complet, en général très frustrant aussi, avec beaucoup de bonheur mais de grandes frustrations, parce que cette section qu'on avait imaginée de 22 mm en fait devra faire 25 parce que ça ne passe plus les tests, parce que tel textile qu'on avait imaginé en fin de compte n'a pas les normes non-feu obligatoires, enfin des trucs. On est aussi dans un monde qui devient assez compliqué, bourré de normes tout à fait dingues. Et pour qu'un objet soit distribué dans le monde entier, il faut que ça fonctionne à la fois pour des Japonais qui sont quand même beaucoup plus petits que nous et que ça marche aussi pour des Danois qui sont quand même beaucoup plus grands que nous. Les critères de résistance ne sont pas du tout les mêmes selon les pays et quand les investissements sont importants, parce que prenons un exemple banal d'une chaise en plastique qu'on trouve à Leroy Merlin, un moule pour une chaise de ce type-là, c'est entre 200 et 400 000 euros selon la complexité du moule. Des objets qui sont vendus à un prix très bas, donc c'est-à-dire que le taux de rentabilité de ces sujets est faible, donc il faut être sûr qu'ensuite il y a une masse de... Bon, je ne dessine pas des chaises à 20 euros à Leroy Merlin, mais quand même, comme tout designer dans les années 90 et 2000, j'ai rêvé de faire une chaise plastique monobloc parce que c'était cette espèce de mythe de quelque chose de pas cher, effectivement, que mes amis pouvaient posséder. D'accord. Vous la ferez peut-être un jour, non? C'est des... Non. Bon, on est tous d'accord que le plastique est un vrai problème. Oh, oui, bien sûr. Même si je pense que la question de l'écologie est souvent quand même très mal posée et mal renseignée sur certains sujets. Je pense que l'avantage du plastique, c'est que ça a une durée de vie extraordinaire. C'est aussi son principal défaut. Je pense que pour un certain nombre d'objets, c'est tout à fait incroyable que ça puisse encore exister en plastique. Pour d'autres, si on prend le cas d'une chaise, par exemple, si elle est dessinée avec une certaine conscience à la fois technique, c'est-à-dire sa robustesse, si elle est dans sa typologie, si elle est dessinée avec une certaine rigueur dans les couleurs, si elle est aussi pensée avec une certaine rigueur, je pense qu'un objet en plastique peut tenir 200 ans et avec une belle qualité, une belle patine, mais ça doit effectivement être pensé, parce qu'en général, l'objet design dont je parlais tout à l'heure, l'adjectif design est souvent imposé aux chaises en plastique, qui sont souvent roses ou vert pomme, et qui ruine en général toute
rue piétonne médiévale. Enfin, il y a un rapport à la couleur, à l'obsolescence de la couleur, qui est un truc qui me rend complètement dingue. Et il y a une responsabilité des designers sur ces sujets-là qui me paraît... On devrait les juger pour ça. Moi aussi, d'ailleurs, sur certains vieux projets, quand j'avais moins conscience de ces problématiques-là. Oui, la ligne et la couleur, chez vous, c'est quand même deux caractères qui spécifient vraiment vos créations, qui me placent... Oui, la ligne, c'est le moyen de définir le périmètre et donc de donner le caractère aux objets. C'est aussi mon moyen de dessiner. Donc je l'expliquais, je ne construis pas un dessin, mais je juxtapose des lignes en général. C'est-à-dire que il y a une approche qui est extrêmement opposée. Pour ce qui est de l'objet, je suis quelqu'un de très confus, mais quand même, je convoque, entre guillemets, l'ensemble des paramètres pour essayer avant de commencer à réfléchir à tout projet. C'est-à-dire que je mets en place une espèce de réflexion pour essayer de comprendre de quelle manière aborder le projet de la manière la moins conne, quoi. Je me trompe souvent, mais quand même j'essaye. Dans le dessin, c'est très différent. Je me refuse à toute le dessin est pour moi quelque chose de très presque d'automatique, en mettant de côté tout projet, toute réflexion, c'est pas péjoratif, mais c'est assez proche du tricot, quoi. Il y a quelque chose de... Non, alors là, on quitte l'objet, en fait. Là, on s'est déconnecté de tout objet. Là, c'est ce qu'on voit, par exemple, vos dessins. Ouais. Il y a quelque chose de très très spontané. Oui. Il y a une volonté de conserver cette spontanéité, de ne pas rendre... c'est pas quelque chose de lourd pour moi, c'est quelque chose d'assez... J'enchaîne les dessins, je les mets dans des cartons, je les regarde plus. Il y en a d'autres qui s'en chargent des fois, mais c'est une activité presque qui coule. Il y a quelque chose d'un ordre mécanique. Donc les choses changent, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de très mauvais dessins, mais c'est comme ça. Il y a un flux qui est probablement quelque chose qui me permet de supporter l'autre discipline, qui est une discipline que j'aime, qui me passionne, mais qui est très compliquée. Prenons par exemple ces foutues fontaines des Champs-Élysées. Il m'a fallu... Je pense que le projet est correct, même bon, mais j'avais 300 interlocuteurs et c'est quand même très compliqué. Et c'est beaucoup de tension, c'est parler de délicatesse, de sentiments, devant des assemblées de politiques ou devant le préfet qui à juste titre considère ça comme étant potentiellement un objet d'agression, violent. Enfin, c'est l'objet multiplié, l'objet dans l'espace public, c'est vraiment, notamment en France, un sujet très complexe qu'il faut aborder sérieusement. Et en même temps avec une très grande délicatesse, en même temps en essayant de conserver une grande poésie. Et tout ça, c'est souvent une situation de tension personnelle, puisque je comprends très bien les problèmes, mais je sais aussi ce que je veux, et je vois pas pourquoi on doit abdiquer aujourd'hui dans l'espace public, et pourquoi le mobilier urbain doit être aussi moche, et pourquoi la délicatesse, la sensualité ne doit plus exister. Donc, voilà. Mais après des réunions complexes de ce type, quand je rentre chez moi et que je peux dessiner, c'est quand même c'est quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et d'une certaine... c'est quelque chose de vital quand même, enfin d'essentiel. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, j'ai toujours dessiné, mais je pense que j'ai commencé une psychanalyse parce que j'essayais de comprendre ce sujet-là, pour d'autres raisons aussi. Et on parle beaucoup de dessin, c'est surprenant parce que effectivement,
je crois que le dessin, effectivement, a toujours été, enfin, le terme compagnon est juste, je crois. Oui, le dessin est toujours là. Je pense que, à part le fait que je sois claustrophobe, je pourrais être prisonnier si j'avais suffisamment de papier et de crayon. Je pense que je pourrais avoir une vie assez riche. Avec une feuille et du papier. Une feuille et un feutre. Plusieurs feuilles, en oui, l'occurrence. Bien sûr. Oui, plusieurs feuilles. D'ailleurs, vous avez changé en fait votre rapport à ce dessin, à cette pratique-là artistique. Vous ne la montriez pas jusqu'à il y a peu de temps en fait. C'est en 2019 vraiment que la première exposition a lieu, que vous rendez public un peu ça. Avant, c'était même vous aviez un rapport à l'original un peu complexe. Non? Bon, il y a plusieurs choses. Enfin, premièrement, c'était quelque chose de très intime. Ça reste quelque chose de très intime que j'ai moins de problèmes à montrer. Mais avant, j'étais très content que les dessins n'aient pas de spectateurs, n'aient pas de valeur, n'aient pas de soit conservé comme une activité sans pression entre guillemets, c'est-à-dire sans objectif et sans ça coulait. Je me suis aussi rendu compte et puis pour moi, dans un moment ou dans une période où les périmètres, encore une fois, sont très précis, j'avais pas envie de m'en expliquer. Voilà, et puis il y a eu quelques expositions et certains curateurs de ces expositions ont souhaité que ce travail soit un peu montré. Pourquoi pas, voilà, donc après les choses changent de statut, prennent de la valeur, voilà, donc ça forcément un peu, ça rend les choses un peu différentes, voilà. Votre corps défendant, on dirait, mais pas seulement. Vous les montrez quand même beaucoup. Oui, parce qu'il y a un autre sujet, c'est parce que moi, je vois les défauts graves de ces réseaux sociaux. Je suis pas naïf à ces sujets. Par contre, j'ai vu l'arrivée d'Instagram comme un sauvetage personnel. Bon, j'exagère toujours un peu, mais quand même. Quand on dessine des objets, on est tributaire de la manière dont ces objets sont, surtout quand ils sont fabriqués par milliers, on est très tributaire de la manière dont ils sont photographiés par d'autres, montrés par d'autres. Je ne parle pas des usagers ou des propriétaires ou des gens qui ont décidé de les acheter, je parle des marques, je parle de la publicité, je parle des magazines. Et en fin de compte, moi, je ne me retrouvais pas du tout dans des objets que j'avais dessinés, que je voyais reproduits à travers des images, dans des contextes. Je ne sais pas, moi, les magasins de design, je les déteste. J'aime pas l'environnement général dans lequel mes objets se trouvent, représentés en photographie. Encore une fois, je ne sais pas du tout. Une fois que l'objet est dessiné et photographié par moi-même, les choses vont bien. Donc j'avais vraiment, c'était vraiment un grand problème pour moi que de passer des années à dessiner des choses, à les voir dans des lieux qui ne me convenaient pas, dans des magasins qui ne me convenaient pas. J'avais l'impression que ça n'avait rien à voir avec l'esprit qui se trouvait derrière ces objets. Moi, j'aime les choses à une certaine simplicité, j'aime le rapport de la rusticité avec des choses très, très synthétiques, j'aime le contraste. Magasin de meubles, on dirait, c'est comme les vêtements neufs, quoi. Ça manque toujours de charme, c'est toujours bon, voilà. Et Instagram est arrivé, je m'en suis saisi assez rapidement. Je l'utilise comme un journal quotidien. D'ailleurs, en général, mes assistants découvrent qu'on réfléchit à un projet parce que j'ai posté un dessin que j'ai fait un soir parce que j'ai une nouvelle idée, et ça me gêne pas du tout de le partager déjà à un stade d'idée. Je teste aussi souvent pendant quelques secondes parce que c'est un outil très intéressant pour vérifier non pas si l'idée est bonne, parce que malheureusement que c'est pas l'outil, mais moi quand je présente un projet, quel que soit le contexte, je parle très peu. Je crois beaucoup dans le pouvoir on passe beaucoup de temps à dessiner,
à la main ou faire des rendus, mais qui sont très précis, où je raconte très précisément l'atmosphère, la présentation pour moi est quelque chose de très important. Donc, pour vérifier effectivement la qualité d'une atmosphère, quelque chose que je poste très souvent avant même qu'un projet très sérieux soit présenté, alors qu'il est ultra secret, que j'ai signé des confidentialités bien souvent, je peux pendant quelques secondes ou quelques minutes laisser traîner l'image pour comprendre le côté captif ou pas de l'image. Et vous la retirez après? Je la retire tout de suite, okay. bien sûr. Et c'est vous-même qui alimentez, c'est vous? Ah bien sûr, ah, oui. Oui. C'est un... Donc c'est très... Oui, j'ai un plaisir à fabriquer cette espèce de... Oui, c'est un journal pour moi. D'accord. Donc là, vous maîtrisez donc, l'apparition de vos créations, donc c'est ça qui... Je maîtrise, mais il y a un autre domaine aussi. Beaucoup bu, je poste un truc qui me déplaît le lendemain, mais ça fait partie de... Oui, non, j'aime beaucoup ce média comme... Ça me permet de camper. Non, c'est pas une vitrine, c'est pas un objet de propagande, c'est plutôt de montrer les choses telles que je les vois, et après, une fois que je les fais, je m'en fous complètement que la représentation, pour moi, un objet, c'est comme un sachet de thé, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup posé quelque part, ça produit quelque chose, et c'est comme un acteur dans une comédie ou dans une situation plus dramatique. C'est important pour moi de réussir à montrer, à travers des images qui sont les miennes, à travers une certaine sensibilité, la raison pour laquelle j'ai dessiné les choses sous cette forme, les artisans qui sont derrière, le travail d'équipe, etc. J'aime aussi beaucoup, c'est aussi une manière aussi de remercier les collaborateurs de ces projets qui sont pas souvent visibles, etc. Non, Avant, encore une fois, en tant que designer, j'étais contraint par des articles qui me plaisaient plus ou moins, par des protocoles complexes pour que le travail soit montré. Là, je trouve que c'est quand même un outil extraordinaire pour montrer un travail. Il y a un autre lieu qui vous intéressant pour montrer comme vous le souhaitez aussi votre travail, c'est l'exposition. Oui, j'adore faire des expositions. Donc il y a quand même des expositions qui sont des jalons dans celles que vous avez et qui agissent comme des laboratoires ou qui permettent d'ailleurs d'explorer pour vous peut-être d'autres champs. C'est assez prospectif et il y a aussi, on va parler de celle qui mettait justement le dessin au centre de tout. En 2012, je crois, 2011, l'exposition qui s'appelait Album. Oui. Donc là, en fait, au lieu de présenter de façon centrale des objets, c'était vraiment, vous aviez... vous allez en parler mieux que moi, d'ailleurs. Oui, j'aime l'exposition comme étant un outil, comme outil de recherche, non pas... à la fois, encore une fois, exactement comme Instagram, comme étant une possibilité de montrer les choses telles que je les vois, ou telles qu'on les voit, ça dépend des cas. Erwan est moins intéressé par ce sujet, moi j'adore ça. Et donc avant Instagram, c'était la seule manière de vraiment camper les atmosphères, Pour moi, une exposition, c'est l'équivalent d'une installation, c'est-à-dire c'est rentrer dans quelque chose qui est une immersion totale dans un monde, et donc réussir à camper ce monde, c'est un travail. Je pense qu'on a été parmi les premiers à montrer effectivement beaucoup ce rapport au processus, comment les choses se produisent, les milliers de maquettes nécessaires. Donc cette exposition album, c'est une exposition d'un millier de documents qui étaient à la fois des dessins, des photographies, de bouts de maquettes, de trucs qui permettaient de rentrer, comprendre un peu notre monde, à la fois notre sensibilité, une certaine délicatesse, une certaine... le côté très brouillon de cet atelier où tout circule tout le temps, du bon comme du mauvais, ce travail de recherche, en fait, voilà.
Après, il y en a eu d'autres, comme l'exposition aux Arts Déco, qui elle était plus il y avait presque un côté presque un peu liturgique, dans le sens où je déteste cet endroit. Donc on avait construit une tente de quasiment 500 mètres carrés qui faisait 15 mètres de haut. Il n'y avait pas un millimètre carré à l'intérieur de cette tente, entre les objets, la lumière, la manière dont le sol, c'est un carrelage qu'on avait dessiné qui recouvrait la nef. Le fait de tout ce qui existait physiquement dans cet endroit avait été dessiné par nous à un moment donné de notre carrière ou pour l'occasion. Donc, après, il y a eu cette... Bon, après, les expositions, c'est énormément de temps, on n'est pas payé, c'est un gouffre, et surtout qu'on le fait très sérieusement, donc moi, je peux passer beaucoup de temps autour de ces sujets-là. La ville de Rennes est venue nous voir un jour en nous disant « Voilà, vous êtes breton, on voudrait faire une exposition ». J'ai immédiatement dit non, parce que je trouvais ça débile d'avoir le droit à une exposition parce qu'on était breton. Bon. Le problème, c'est qu'en général, moi je déteste, en général, on refuse toujours les projets, on refuse en général tous les projets qui nous sont proposés, on en garde quelques-uns, mais on le fait par mail, parce que moi, quand je rencontre quelqu'un et quand je vois des gens passionnés en face, à chaque fois, je craque. Donc je ne sais pas pourquoi ces Rennais ont réussi à arriver jusqu'à l'atelier. Donc j'ai craqué. Mais j'ai proposé que ce ne soit pas une énième rétrospective, le fait de jouer une nouvelle fois avec des objets déjà existants, mais plutôt une recherche. Et à force de voyager, enfin, la chance d'avoir du succès, de beaucoup voyager, on fait visiter quand même un certain nombre de villes, avoir une opinion là-dessus. Et donc j'ai proposé à la ville de Rennes de faire de faire une exposition qui serait une recherche qui s'appelait Rêverie urbaine, qui était une centaine de maquettes sur une rêverie sur ce que pourrait être la ville dans ces espaces non construits, c'est-à-dire les rues, la manière, le végétal, enfin tous les sujets un peu banals qu'on nous ressasse, mais les aborder d'une manière assez pragmatique, comme des solutions, comme un carnet de solutions. Donc c'était une centaine de maquettes, et avec pour objectif très clair que cette exposition puisse marcher pour les scolaires et en même temps pour les urbanistes les plus grincheux. Donc c'était assez tendu comme exposition, et ça a très bien marché. Puis elle a voyagé à travers le monde, et maintenant elle vient de rentrer dans les collections du Centre Pompidou dans sa totalité, ce qui est chouette. Ouais. Voilà. Mais c'était la question. Oui, c'était la question. Ça a donné lieu, non Et donc c'est marrant parce qu'en effet, alors que normalement... c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la naïveté, j'évite... je crois beaucoup... j'aime beaucoup être confronté à des sujets nouveaux, à des mondes qui ne sont pas particulièrement les miens. Parce que je pense que dans certains cas, le fait d'être très loin de quelque chose, de ne pas être un spécialiste, ça permet de tomber juste, ça peut permettre de tomber juste, et ça permet Donc maintenant je suis un vieux designer, donc je suis un spécialiste, et c'est tout le combat quotidien d'essayer de garder une forme de fraîcheur et de ne pas être immédiatement bloqué par l'ensemble des problèmes que je connais, Je chéris effectivement cette période où j'étais tellement naïf, c'est ce qui nous a permis, je crois, d'arriver à des propositions nouvelles pour certains sujets. Par exemple, ce qui a fait qu'à un moment on a commencé à vivre de notre travail, c'est qu'on a commencé à travailler pour un éditeur suisse qui s'appelle Vitra, qui est dirigé par un homme exceptionnel qui s'appelle Rolf Hellbaum, qui a la plus grande collection de chaises au monde, notamment, qui a un musée extraordinaire, qui a été le premier à faire construire Zaha Hadid, Frank Gehry en Europe. Tous les grands architectes ont collaboré avec lui, et donc il est venu nous voir à l'atelier quand on était très jeunes. Moi j'avais 25 ans, je crois.
en nous demandant de réfléchir à l'organisation du travail pour des collectivités de travail importantes. Je pensais que c'était une erreur de casting. Moi qui n'avais jamais travaillé pour personne, Erwan qui était encore étudiant aux Beaux-Arts, je ne comprenais pas ce que ce type, qui était comme un dieu pour moi, attendait de nous. Et en fin de compte, il savait très bien ce qu'il cherchait. Il cherchait il savait qu'on était des travailleurs acharnés, il savait c'était pas notre sujet, et il attendait de la surprise en fait. Et c'est une collaboration qui a très bien fonctionné, avec des inventions qui ont modifié un peu l'organisation du travail, mais de manière générale, dans le monde, dans une situation où les gens travaillaient plutôt dans des bureaux à 2 ou à 3, les grandes plateformes de travail qu'on a inventées à l'époque étaient radicales, nouvelles, on pouvait se brancher, enfin des choses basiques aujourd'hui, mais c'était l'époque où les ordinateurs portables commençaient à apparaître. Voilà. Mais donc cette situation de naïveté, en tout cas de scoltiner un sujet nouveau, risqué, compliqué, c'est un truc que j'aime beaucoup. Un moteur, oui, et un besoin. Oui. Est-ce qu'un jour le dessin pur, enfin je ne sais pas si c'est... Est-ce que ça supplantera le design chez vous? Est-ce que vous arrêterez de dessiner des objets pour le... Peut-être, mais c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à arrêter de dessiner. Mais en fin de compte, je me vois quand même très mal ne pas travailler. Je vois pas trop comment ça peut se passer. Parce que je sais pas faire tellement autre chose en fin de compte. Je pense pas être très bon pour le reste. Ouais. Et vous êtes en train de travailler sur une autre exposition à venir? Il y a un projet en cours? Vous pouvez nous en parler? Oui, il y en a beaucoup. D'expositions? Oui, il y a enfin, des choses à des niveaux très différents. Il y a une petite rétrospective, mais très classique pour le coup. J'en avais marre et donc c'est très banal. J'espère que ça ne va pas être trop chiant. Au musée de Philadelphie. En plus, j'ai appris avec beaucoup de retard, c'est-à-dire il y a quelques mois, alors qu'on y travaille depuis 2 ans, que c'est quand même un très bon musée. Je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était Philadelphie, c'était 1 heure de New York. Je ne sais pas, je suis vraiment trop con. Bon. Je pense que l'exposition ira à peu près, j'espère. Mais elle est dans un format plus classique, une conception plus classique des choses. Bon, c'est aussi de leur faute, parce que, je sais pas, on a gagné un prix là-bas, et donc le prix c'était de faire une exposition, puis je sais pas, le directeur a changé, et puis après le Covid, et puis après différentes choses. Une salle qui était très, très particulière, très singulière, nous était offerte, et puis tout compte fait, ça a changé. Donc c'est pas une exposition formidable, mais c'est quand même une forme pour les Américains ont l'air très contents de la voir. Voilà. Elle a ouvert, elle est déjà... Elle doit ouvrir le 20 novembre. Ah, le 20 novembre, d'accord. Comme je suis pas très sûr, moi j'y vais pas. Voilà. Vous n'irez pas la voir? Je viendrai pour la fin du vernissage, enfin pour le finissage. Le finissage, d'accord. Et est-ce qu'il y a un projet qui... Il y a ça, en parallèle, il y a une exposition de... Je travaille depuis un certain temps sur des bas-reliefs en céramique qui seront exposés à Londres dans la galerie Créo, qui est une galerie parisienne, mais qui a une antenne, une nouvelle galerie, un nouvel espace à Londres. Donc là aussi, c'est un travail qui est très intime, mais qui est entre l'objet, entre le dessin et l'objet. Je pense que c'est correct, enfin, il me semble que c'est correct, mais c'est pas fini. Mais c'est bientôt, c'est le 20 novembre aussi. Et il y a une autre exposition à Milan, le 20 novembre. Il y en a 3. Oui, le 20 novembre, ok. Vous avez une grosse actualité. De dessin de céramique dans un endroit assez beau. D'accord, est-ce que on aurait pu parler de... Non, on a oublié de parler des nouvelles technologies, Vous avez un mot à dire là-dessus ou pas? Est-ce que... Moi j'aime beaucoup les vieilles technologies, j'adore les nouvelles technologies. Non mais il y a un truc intéressant, c'est que moi j'adore travailler avec vraiment des techniques ancestrales. Je sais pas, j'adore dessiner des kilims par exemple. Quand on reçoit le prototype, on ne sait pas très bien s'il a été trouvé dans une vieille malle ou si le fait
ou de travailler avec des artisans japonais qui n'ont pas du tout changé leur méthode depuis des siècles. J'adore ça parce que je trouve la compétition très difficile, parce que ça veut dire que de faire quelque chose de nouveau dans un contexte de ce type, c'est quand même compliqué. On a beaucoup de la compétition est ardue. Et en même temps, les nouvelles technologies me passionnent mais pas la nouvelle technologie pour la technologie, c'est-à-dire encore une fois, l'atelier est un mélange de stock de pâte à modeler, mais aussi d'imprimantes 3D très efficaces et d'assistants extrêmement doués pour très vite traduire des idées en 3D, les imprimer. C'est un peu comme retrouver des croissants le matin. Moi, j'adore quand j'arrive à l'atelier, parce qu'en général, les machines ont travaillé toute la nuit, et ça, c'est quand même formidable. Et donc, elles sont encore chaudes, les pièces, puisque le plastique en fusion a été déposé. Et il y a voilà, donc les nouvelles technologies, oui, si c'est pour de bonnes raisons, bien sûr. C'est la surprise du matin, quoi. C'est la surprise du matin. Enfin, peut-être pas de tous les matins. Mais... Presque. Presque. Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose peut-être je veux bien répondre à des questions. S'il y a des questions parmi vous. Ah, une question. Bonsoir. Bonsoir. Je me faisais une réflexion quand vous parliez. Je pensais à cet argument pour la différenciation de l'art et du design qui est assez constamment la série, la répétition, etc. Et j'ai comme l'impression que c'est en omettant quand même autant des techniques anciennes comme le moulage, plus récentes, comme l'impression, la sérigraphie, etc., et encore plus récente, l'impression 3D. Et du coup, vous avez travaillé dans ce champ-là, je voulais simplement voir votre philosophie là-dessus, comment vous envisagez la question. Je pense que fondamentalement dans l'objet, enfin en tout cas dans la manière dont je l'aborde, il y a une question de service en fait, le fait de rendre un service, c'est-à-dire de s'asseoir, d'éclairer, de produire un objet sur lequel on peut manger. Certains objets sont des fonctions plus floues, mais il y a la question de fonction, on n'est pas dans l'expression, enfin, c'est pas enfin, pour moi la différence se trouve là, sur le fait qu'on répond à un usage d'un côté, et de l'autre, la réponse à un usage n'est pas du tout nécessaire, c'est une expression beaucoup plus... qui n'a pas du tout à rendre des comptes, c'est une expression directe, beaucoup plus... enfin, mais bon, je suis très mauvais pour la définition. Ouais. Ok, du coup ça me permet de rebondir, enfin c'est pas prévu, mais ça me permet de rebondir sur les fontaines des Champs-Élysées. Est-ce qu'il y avait vraiment un but autre que les remettre en service, parce que c'était une infrastructure aussi rénovée, etc. Bon, en fait, les fontaines des Champs-Élysées ont été installées en 1800... Je n'ai plus les dates de manière précise, 1840, je crois. D'abord une fontaine centrale, et puis très rapidement les 6 bassins qu'on connaît. C'était un cadeau, enfin c'était à la fois une démonstration hydraulique, c'était l'ingénierie hydraulique de l'époque qui permettait de faire des fontaines, ce qui était tout à fait nouveau, et c'était aussi un cadeau aux Parisiens après les années de destruction de la ville, comme un plaisir, un bonheur. Et pour moi, dans les fontaines, il y a cette question de plaisir, ce mouvement de l'eau, il y a la magie de c'est très... Il y a eu différentes étapes de fontaines, Hittorf, Lalique, puis dans les années
61 grands, parce que toutes, pour différentes raisons, ont été détruites, la guerre, et les avant-dernières ont été détruites lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Elles ont été piétinées, elles étaient en verre, elles ont été piétinées, tout le système hydraulique a lâché, et c'est resté pendant quasiment 20 ans. En fait, un dépôt, on ne se rendait pas compte parce qu'il y avait un petit talus autour, mais c'était des poubelles, en fait. Dans cette avenue qui n'est pas la plus belle du monde, ça je ne pense pas, mais qui a quand même une certaine... donc voilà, il y a une organisation qui s'est créée pour essayer de faire des projets dans Paris, et on considérait que les fontaines étaient un sujet. Je pense que c'en est un. Après différentes étapes, on a été choisis pour les dessiner. Voilà. Et l'objectif était de redonner à cette place une certaine élégance, je crois. C'est intéressant parce que quand on regarde les images historiques, il y a un plan très précis, il y a une grande lisibilité de tout ça, les parterres, l'avenue, les chevaux qui se baladent, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de voiture, il y a beaucoup de monde, mais c'est d'une très grande tenue, la géométrie est parfaite. En fait, aujourd'hui, entre les arrêts de bus, les enseignes de magasins, les feux, tout est... Alors que cette place était très symétrique, et vraiment dessinée avec une très grande précision. Tout ça a été perdu, en fait, parce qu'en fait, à l'œil, il y a un clignotement permanent, un déséquilibre total, le bruit assourdissant des voitures. Donc la verticalité, ou ce choix de verticalité, a permis de retrouver à l'œil, comme ça, une espèce de symétrie de cet endroit. Donc c'est un travail qui est très délicat, parce que c'est à la fois une certaine délicatesse pour être dans le respect de ces tracés, essayer de retrouver des choses qui sont liées à l'histoire, et en même temps de produire quelque chose de différent, de nouveau. J'ai beaucoup de mal à savoir si c'est un projet réussi. J'ai besoin de beaucoup d'années en général pour vraiment me faire une idée. J'y ai cru et j'en ai bavé. Je pense qu'il est bon, mais... c'est gentil, merci. Oui, merci d'être avec nous. Vous dessinez beaucoup. Est-ce que vous avez une collection? Est-ce que vous faites des échanges? Quel est votre rapport aux arts visuels? Vous avez dit qu'il y avait une nécessité, mais est-ce que vous allez voir des expositions vous-même? Est-ce que cet aspect de la création est un aspect qui vous intéresse autant que celui du design, ou c'est plutôt un rapport qui est intime? Bon, alors, je ne devrais pas dire ça dans une école, mais moi je vois très peu d'expositions. Encore une fois, c'est intéressant parce que j'ai enseigné à différentes périodes de ma vie. Je l'ai fait un peu avant l'école. J'ai enseigné aux Beaux-Arts de Nancy notamment, quand j'avais le même âge que les étudiants. J'étais terrorisé. Mais j'ai vu une très grande différence entre ces premières années d'enseignement et les dernières. C'est que dans les premières, il y avait une très grande liberté des étudiants qui étaient paumés face à un sujet qu'ils ne savaient pas du tout comment aborder. Et dans les dernières, les étudiants étaient paumés aussi parce que après le sujet posé et la vague de Google, une fois le terme rentré dans la recherche, je trouve qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, si on est trop renseigné, de trouver quelque chose qui d'être singulier. J'en ai fait l'expérience à différentes reprises, mais même si aujourd'hui les choses ont changé sur des similitudes, sur la copie, l'approche de ces sujets est très très différente aujourd'hui d'il y a 20 ans, mais je pense que de ne pas trop en savoir, des fois, c'est quand même une grande chance. On peut se tromper, ça m'est arrivé de faire des choses qui existaient déjà, et ça m'est arrivé 2 fois, c'était grave, et j'en suis platement excusé, les objets sont sortis de la commercialisation, etc.
en fin de compte, on peut avoir la même idée que quelqu'un d'autre 20 ans, 30 ans, 2 ans après. Mais je crois beaucoup au fait de... Enfin, il est important, j'ai adoré aller dans les musées, hein, c'est pas du tout... c'est pas encore une fois, c'est pas du tout une règle. Je crois qu'il est important de s'informer, mais le sujet est quand même de la singularité, de trouver sa propre voie, et dans certains cas, je me répète, hein, de trop en savoir, c'est pas... Enfin, par exemple, ça rend complètement dingue Rolf Hellbohm, que je citais tout à l'heure, qui est le collectionneur extraordinaire, le plus grand collectionneur de chaises au monde. Donc il a les chaises les plus importantes de l'histoire, il en a une quantité, une diversité extraordinaire, des chaises africaines, des chaises moyenâgeuses, des choses d'une beauté infinie. J'ai visité une fois, mais très rapidement, 5 minutes, sa collection, alors que tous les designers s'y jettent et aimeraient avoir la chance dont je ne dispose pas. Mais je crois beaucoup à une certaine distance. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai besoin de ça. Pour ce qui est des arts visuels, de fait, ça m'intéresse, bien sûr, oui. Mais là aussi, je vois peu d'expositions. Mais ça changera peut-être. Hein. Et vous n'avez pas une collection de dessins qui seraient des échanges avec des artistes? Non, je suis aussi assez solitaire en parallèle. Donc, je n'ai pas tellement d'amis artistes. Quelques-uns, mais c'est pas... Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec différents matériaux, que vous aimez bien expérimenter avec différents aspects. Et je me demandais si cette variété de projets et de matières impactait votre façon de rapport au dessin, votre façon de dessiner les objets, Bah oui, si, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un bon projet, c'est pas un bon projet dans l'absolu, c'est un projet qui répond correctement à un contexte, donc selon le matériau utilisé, selon la technique déployée, selon l'objectif de prix, les choses se dessinent tout à fait différemment. Encore une fois, quand je prends des opposés, c'est très caricatural et ça peut être beaucoup plus fin, mais j'ai la chance d'avoir été invité à Kyoto pour travailler avec l'organisation sociale japonaise est très complexe, à Kyoto encore plus. En tout cas, il y a des artisans qui sont spécialisés dans la restauration des temples. Des spécialistes de la dorure, des spécialistes de la laque, des spécialistes du bronze. Et c'est des castes qui évoluent très peu, dont les techniques ont très peu évolué depuis des siècles et des siècles. Leur travail est d'une infinie beauté, mais c'est d'une lenteur impossible. Il faut des mois et des mois pour faire le moindre objet. Donc ces objets n'ont pas de prix ou des prix hallucinants comme vous pouvez imaginer. Donc ça amène un certain type de dessin. Je pense qu'il faut réussir à mettre en avant la particularité, faire en sorte que ça semble briller beaucoup plus que ça ne brille en fait. Enfin, il faut réussir à mettre sur un piédestal un travail formidable pour le valoriser ou pour le communiquer. Dans d'autres cas, si l'objectif est de dessiner une télévision qui puisse être fabriquée par centaines de milliers d'exemplaires, parce qu'on pense que c'est la bonne télévision, qu'elle apporte quelque chose de différent, on approche le dessin, les matériaux au regard de machine et quel va être le cycle de machine le plus rapide. Enfin, ou quand un artisan, une petite entreprise italienne qui fabrique des chaises depuis 100 ans est en train de crever, qui viennent nous voir en disant « mais vous n'avez pas dessiné une chaise, on est sûr que si vous le faites, ça ira mieux pour nous », ce qui n'est pas forcément vrai.
mais ça peut être le cas. Là aussi, il faut être intelligent parce que ils ont 10 employés qui ont des capacités techniques très précises, mais donc il faut bien les comprendre avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, parce que si en fin de compte on dessine un truc qu'ils ont du mal à produire, soit ça sera mal fait, soit ça leur demandera trop de temps, donc ça sera trop cher et pas rentable. Donc il y a beaucoup de paramètres à intégrer et qui, effectivement, le bon objet, un objet qui je peux voir des choses intéressantes en photo, souvent après quand on me dit c'est pas mal, et puis après quand j'en connais le contexte, ça me paraît être aberrant ou manquer de subtilité ou de justesse. La question c'est la justesse. C'est pas très difficile de faire quelque chose de nouveau, de différent. Faire quelque chose de juste, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce que le matériau, est-ce que vous savez avec quel matériau vous allez faire un projet? Est-ce que vous réfléchissez le dessin en fonction du matériau? Ou est-ce que c'est plutôt le dessin qui va dicter le... Ça dépend beaucoup du point de départ. Si effectivement c'est ce fabricant italien qui vient et qui a pour habitude de tailler des morceaux de frêne avec certains types de machines, je sais à peu près quelles sont les limites, quel est le bon usage du bois, quelle est la manière à peu près écologique de le traiter, les quantités nécessaires pour que les sections tiennent. Et dans d'autres cas, le sujet est beaucoup plus vaste, les caractéristiques économiques sont plus floues. Ça dépend beaucoup du sujet. Moi j'aime beaucoup, les sujets m'intéressent, et l'ambition d'un projet et ce qui me font, et ce qui décide du fait qu'on décide de s'y pencher ou pas. Mais j'aime autant dessiner du carrelage qui sont fabriqués par des machines extraordinaires qui font 500 mètres de long, où d'un côté il y a de la poudre et à la fin des carreaux d'1,20 m par 1,20 m qui sont directement emballés. Et dans cette usine, il y a 5 personnes qui pilotent qui pilotent ce monstre. Donc ça me plaît d'essayer de trouver une solution pour ça, comme j'adore la céramique à un niveau artisanal, et le fait de retrouver certains émaux. Mon approche est très vaste, mais avec toujours la même ambition d'arriver à trouver quelque chose de nouveau, de juste, de délicat, autant sur un plan industriel que sur un plan artisanal, que sur un plan plastique, que sur un plan de couleur. Tout ça est une constellation qui peut vous sembler très bizarre, ou schizophrénique, même contradictoire, ça c'est vrai, mais j'ai un plaisir à me pencher sur l'ensemble de ces sujets-là. Non, ça va, je suis content d'être là. Okay. Est-ce que vous savez si l'objet que vous avez imaginé, quelque chose que vous avez dessiné, bien ou fini? Quand est-ce que c'est bon? Quand est-ce que Fini. C'est très difficile, je pense. Il n'y a pas de règle, c'est tout simplement. J'aime beaucoup le conseil des autres pour me dire non mais c'est bon, on est bien là. J'ai aussi, moi j'adore interroger mes assistants, j'ai beaucoup de confiance en eux. Je suis pas forcément d'accord, je suis souvent pas d'accord, mais j'aime beaucoup avoir le point de vue autour de moi. Puis je me trompe souvent aussi. Et j'ai fait des projets qui auraient dû s'arrêter plus tôt. Oui, c'est difficile. En tout cas, c'est intéressant. On a un certain succès. On a fait des bides extraordinaires. On a fait des projets qui n'ont pas du tout marché. On a fait des projets qui ont très bien marché. En général, quand je pensais qu'on allait avoir un succès dingue, ça n'en avait pas du tout. Et des choses tout à fait
qui me paraissaient moins faciles ont eu un succès extraordinaire. Donc c'est très aléatoire. Mais je pense que c'est un truc qu'on sent peut-être un peu plus avec l'âge. Ça, c'est l'un des bénéfices, des piètres bénéfices d'être un spécialiste, de savoir qu'on y est à peu près. Et comme je le disais, comme il y a peu de choses qui me satisfont, que je pense toujours que c'est toujours intéressant de se repencher sur un sujet, qu'on peut toujours faire mieux. J'ai effectivement, pendant de nombreuses années, perdu, je pense, beaucoup de temps, puisque une fois qu'un projet était à peu près abouti, sur le plan romantique, j'étais satisfait, donc ça m'intéressait beaucoup plus de repartir à zéro et de chercher autre chose, plutôt que de faire le travail nécessaire pour vraiment faire en sorte qu'un projet abouti existe sur un plan. On a beaucoup de mal à imaginer la différence entre avoir une bonne idée, faire un bon prototype, et le fait que ça existe, encore une fois, dans la vitrine d'un magasin ou chez un ami. C'est un temps c'est un temps très long, hein, qui nécessite beaucoup de force pour pas trop se laisser déstabiliser, parce que les problèmes arrivent dans tous les sens. Je sais pas, les outils de torture pour vérifier qu'une chaise répond aux normes, c'est un truc incroyable. Des chaises très délicates en bois sont posées comme ça sur des trucs, et puis il y a des robots qui viennent pousser 50 000 fois comme ça sur le côté de la jambe, on dirait des petits bambis comme ça. C'est vraiment très... Donc voilà, il faut être préparé à tout ça, et être prêt... Alors qu'on a l'impression d'avoir un dessin extraordinaire, une chaise, une délicatesse absolue, qui effectivement, les vidéos nous montrent bien que petit à petit le pied ploie et tchac, il casse. Donc la chaise ne passera pas les normes, donc ne pourra pas être vendue aux États-Unis, ou ne pourra pas fonctionner dans un bistrot australien quand tous les gens bourrés commencent à balancer le truc. Donc tout est... Enfin, voilà. Bonsoir. Je voulais demander si vous pouvez me raconter la genèse de la chaise. Désolée, je ne connais pas le nom, mais la chaise que vous avez dessinée pour Rai, ou je ne sais pas comment elle se prononce, mais qui pouvait passer. Quelle chaise, pardon? La chaise longue et la chaise... Les chaises en métal, palissade, oui, ça. Et est-ce que vous l'avez dessinée et ensuite on vous a Rai, est-ce que Rai est cherché pour dessiner son truc? Quelle inspiration? Alors ça c'est intéressant, parce que je pense que probablement aujourd'hui c'est un des plus grands succès. Je crois qu'ils en fabriquent 100 000 par an, pièces, ce qui est beaucoup. C'est un projet qui a été dessiné pour un autre éditeur, qui en fin de compte on n'a pas voulu. Et Rolf Hay, qui est propriétaire de cette marque qui s'appelle Hay, un jour était à l'atelier. J'aime beaucoup travailler avec lui. En général, les gens avec qui j'ai travaillé étaient des gens d'une autre génération, qui étaient entre guillemets des pères pour moi. Lui à mon âge, et donc les choses sont différentes. C'est un type très, très direct, très rapide. Fonctionne par SMS et par échange de photos, de dessins, de prototypes. C'est une méthode que j'adore. Il est tombé là-dessus. Le dessin n'était pas exactement identique, mais lui a cru assez vite à ce projet. En même temps, c'était une marque qui ne vendait pas des choses pour l'extérieur, donc c'était un pari en fait. Et c'est devenu un succès important. C'est drôle parce que c'est à la fois très populaire. Quand pas trop en France, mais si on va à Berlin, ou à Copenhague, ou toutes les terrasses de café, c'est aussi, on trouve ça aussi, on en trouve beaucoup dans des jardins pas terribles de pavillons de banlieue, ce qui me plaît beaucoup. Enfin, c'est très varié, quoi. Et en même temps, c'est aussi la terrasse du Met à New York, ou récemment du Guggenheim. Donc voilà, c'est pour moi un bon projet, c'est un peu comme une chanson, c'est-à-dire que c'est un truc qui d'un seul coup, pour différentes raisons, s'installe, on s'en rappelle, donc
le design, c'est un art, enfin, c'est pas un art d'ailleurs, c'est une discipline assez difficile, mais quand de temps en temps on touche quelque chose, c'est très satisfaisant. Voilà. Mais je compare souvent les chaises des Hims aux chansons des Beatles. Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes confettis, quoi. C'est quelque chose qui existe. Voilà. Donc de temps en temps, dans notre carrière, on a eu la chance de mettre le doigt sur des choses qui sont devenues de grands succès. Voilà. J'imagine que vous avez pas pensé au succès que ça a donné. Ah non, à chaque fois que j'ai pensé au succès, je l'ai dit, hein, chaque fois je me suis trompé, vraiment. Alors c'est drôle parce que comme lorsqu'on a du succès pour quelque chose, en général, c'est très vite copié, c'est de plus en plus rapide aujourd'hui. Donc cette collection est extrêmement copiée, très bien copiée d'ailleurs. Donc d'une certaine manière, dans certains cas, c'est pourquoi pas. Hein. J'ai pas trop de problème avec la copie, sauf quand elle est trop littérale. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, pour essayer de pallier à ces copies qui sont de plus en plus agressives, entre guillemets, sont équivalents et un peu moins chers parce que fabriqués dans des conditions certainement assez désastreuses. Pour prendre le devant, je viens de dessiner une collection qui est à peu près le même programme, c'est-à-dire une chaise banale qu'on met sur son balcon, une table qui durera tout l'hiver en Bretagne malgré les intempéries, du mobilier en métal, les mêmes caractéristiques mais dessinées différemment, avec un peu moins cher aussi, en utilisant moins d'acier. Donc là, je pense que ça sera un succès, mais je dois me défendre d'y croire trop parce que je pense que ça va être la malchance qui va nous tomber dessus. Ouais. Une dernière question. Bonjour. Je vous partage un peu mes petites expériences, d'accord. Bien sûr. Allez-y. Je suis étudiant en 4e année et je suis arrivé à l'école il y a un an. Je fais l'équivalence en 3e année. Mais avant d'entrer à l'école de Paris, j'ai beaucoup pensé à aller dans une école de design. Parce que quand j'étais dans mon ancienne école, il y a un jour, j'ai pris un rendez-vous avec un prof et il m'a présenté un artiste, un designer. Je pense que vous connaissez forcément, c'est Victoria Florence, qui enseigne à Art Déco en filière design objet. Et franchement, quand j'ai vu son travail, j'ai adoré et je lui ai dit c'est vraiment ce que je cherche dans mon travail. Il y a une intuition sur la forme, il y a un travail sur un côté un peu joyeux, mais en même temps il y a beaucoup de narration dedans. J'aime beaucoup ça et du coup je me suis décidé, est-ce que je pourrais aller dans une école de design? Et puis quand mes profs ont entendu ça, beaucoup de profs me parlent, je pense, du fantasme, un peu trop le design. Et quand même, j'ai fait les concours et j'ai demandé Art Déco et les ateliers. Mais Art Déco, ils m'ont refusé dès leur première sélection. Mais les ateliers, j'étais pas très loin, j'étais sur la liste d'attente. Moi, j'ai raté le concours. J'ai passé un entretien, ça dure 4 heures. Ah, c'était terrible, moi aussi, j'ai beaucoup souffert ce jour. Ouais, ça dure 4 heures. Et quand j'ai passé l'entretien, je pensais plutôt que c'est très bien passé parce que j'ai très bien parlé avec le jury. Je me souviens de la dernière question qu'il m'a posée, c'est que est-ce que tu penses que tu connais vraiment bien le design? Et bien sûr, pendant tout l'entretien, je parle beaucoup. Ce que j'aime à la recherche, c'est une place entre le design et art. Et à mon avis aussi, là ici, c'est une école très avancée. Ils sont en train de chercher des choses hors de design, essayer d'offrir d'autres frontières, des portes pour les étudiants. Et voilà. Et puis, dès que je suis arrivé dans cette école, je travaille pendant un an. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est que
j'ai complètement laissé ce côté plus proche du design. Ok, la question c'est plutôt parce que je vois maintenant je me sens qu'il y a vraiment une règle entre les écoles d'art et les écoles design, même si ce que vous aussi vous dites, ce que vous faites maintenant, c'est essayer de chercher d'autres choses, de ne pas fermer dans les vieux normes. Mais je pense, est-ce que vous pouvez retourner sur ces questions entre design et art et est-ce que c'est possible de trouver une place entre les deux? C'est une sacrée question. Hein. Bon, alors on fait partie des grands frustrés qui ont raté le concours des ateliers. J'ai détesté ce concours. C'est drôle parce que nous on posait à peu près la même question que vous, c'est-à-dire s'ils vous ont demandé si vous connaissiez bien le design. Je pense que c'est une très mauvaise question, puisque si vous êtes là pour étudier, c'est que vous ne connaissez pas, que vous avez besoin d'apprendre. Et moi j'avais 17 ans ou 18 ans, et je suis arrivé à ce concours et ils m'ont demandé si je connaissais le design dans le rationalisme russe. Et là, j'avais beau chercher, je connaissais quelques artistes, mais pas du tout. Et là, ils m'ont dit, écoutez monsieur, si cette discipline ne vous intéresse pas, vous n'avez rien à faire ici. Et donc j'ai dû partir. Bon, et donc j'ai raté le concours. Moi, je sais pas, je crois en les écoles, mais je crois aussi, il me semble qu'aux Beaux-Arts, il y a cette chance et cette ouverture qui permet de faire beaucoup de choses, d'aborder différentes questions avec une très grande liberté. Je pense que c'est un écrin formidable. Moi, je pense que j'étais trop... j'ai pas eu la chance de rentrer aux Beaux-Arts parce que je n'avais pas compris que là, je serais certainement bien, mais quand j'ai pu visiter quelques écoles ou enseigner de temps en temps, j'ai toujours trouvé une fraîcheur, enfin, pas partout, mais en général, une ouverture. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en général, quand même, les étudiants sortant des Beaux-Arts font des métiers très très divers. Je pense que c'est une formation qui permet une ouverture d'esprit et qui permet d'aborder le monde d'une manière suffisamment ouverte pour le vivre de plein de manières possibles, ce qui est plus compliqué quand on a une discipline, lorsqu'on a été étudiant dans une formation plus précise. Donc voilà, donc vous êtes bien ici. Vous êtes ici, vous êtes étudiant ici. Vous avez de la chance, hein, c'est formidable. Ne regrettez pas les ateliers. Merci beaucoup.